Compte rendu de la 78e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 13 février 2026 la 78e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du financement du Conseil congolais de la batterie. Le président de la République a commencé par rappeler que la création du Conseil congolais de la batterie procède d'un engagement stratégique majeur du gouvernement, visant à structurer les chaînes de valeur de minerais stratégiques et à inscrire résolument notre pays dans une trajectoire de transformation économique durable rompant avec le modèle exclusivement extractif. À ces jours, les secteurs miniers génèrent un chiffre d'affaires estimé à plus de 30 milliards de dollars américains. Les analyses économiques internationales établissent que l'accès au premier palier de transformation locale est susceptible de multiplier ses revenus par 3, voire par 4, tandis que l'intégration progressive des segments supérieurs de la chaîne de valeur pourrait à terme conduire à une augmentation plus significative des retombées économiques issues de nos ressources naturelles, avec des effets déterminants sur l'emploi, les recettes publiques et la résilience globale de notre économie. Le président a constaté, cependant, que les mécanismes de financement prévus par les textes portant création du Conseil congolais de la batterie, notamment l'affectation des 10% de la redevance minière, revenant à la quotité du gouvernement central, ne sont pas appliqués conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette situation est d'autant plus préoccupante que cette structure constitue l'un des piliers opérationnels de cette politique stratégique, soutenue par ailleurs par des partenaires internationaux de premier plan, en particulier avec les États-Unis d'Amérique, aux côtés de la République de Zambie, dans le cadre du mémorandum d'entente signé en décembre 2022 sur la production locale de batteries et des véhicules électriques. Dès lors, il a engagé instamment la Première ministre à mobiliser l'ensemble des membres du gouvernement concernés par l'exécution du décret numéro 22/43 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil congolais de la batterie en vue de la prise diligente des actes juridiques nécessaires garantissant à cette structure un accès effectif et direct à sa principale source de financement telle qu'est prévue à l'article 23 du dit décret afin de lui permettre de disposer de moyens indispensables à l'accomplissement de ses missions stratégiques au service de la transformation économique nationale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les suivis des accords de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il a rappelé l'importance stratégique majeure des accords de partenariat stratégique conclus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, lesquels constituent un levier essentiel de transformation économique, de renforcement institutionnel et des positionnements géopolitiques de notre pays. Ces accords traduisent une vision commune fondée sur la confiance mutuelle, la promotion des investissements responsables, le développement des chaînes de valeur stratégiques, la création d'emplois durables et l'amélioration tangible des conditions de vie de nos populations. Leur mise en œuvre effective engage non seulement la crédibilité internationale de notre pays, mais également la responsabilité collective de nos institutions. À cet égard, il a souligné le rôle central des délégués de la RDC du Steering Committee dans le pilotage, la coordination et le suivi de l'exécution des engagements. Les succès de ces partenariats stratégiques reposent sur sa capacité à garantir le respect des délais, l'exécution diligente des obligations et le partage efficace et opportun des informations entre tous les acteurs concernés. Le président de la République a aussi insisté sur la nécessité impérieuse de renforcer la cohésion, la cohérence de l'action publique et la synergie interinstitutionnelle afin d'éviter toute dispersion des efforts, tout chevauchement des compétences ou toute perte d'efficacité préjudiciable aux intérêts supérieurs de la nation. Dans cette perspective,
Il a souligné l'importance d'une task force chargée d'assurer une coordination renforcée et un suivi opérationnel de la mise en œuvre des accords de partenariat stratégique afin de garantir des impacts concrets et durables sur l'économie nationale et le bien-être du peuple congolais au bénéfice des générations présentes et futures. À cet effet, la Première ministre a été chargée de s'atteler sans délai à la mise en place de la dite task force, laquelle devra inclure des représentants de son cabinet, les délégués de la République démocratique du Congo, membres du Steering Committee, les membres du gouvernement des secteurs directement concernés par le partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Le président de la République demeure personnellement attaché au suivi rigoureux de ce dossier stratégique et attend de chaque acteur impliqué un engagement total, responsable et orienté vers des résultats concrets au service de notre nation entière. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur l'effondrement dans une mine artisanale dans la province du Lualaba. Le gouvernement a été profondément attristé par cet accident survenu dans un site d'exploitation minière artisanale au bord de la ville de Kolwezi et qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes. Au nom du gouvernement, elle a réitéré notre compassion et notre solidarité aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble de la communauté affectée par ces drames. Ces pertes humaines rappellent une fois de plus l'urgence de renforcer l'encadrement et la sécurisation de l'exploitation minière artisanale dans notre pays. Elle a rappelé qu'à la suite de la communication du président de la République relative à l'encadrement de l'exploitation artisanale lors de la 47e réunion du Conseil des ministres, des instructions ont été formellement données en date du 18 juin 2025 au ministre de Mines en vue de la mise en œuvre diligente des mesures correctives et préventives. Le rapport lui transmis par le ministre de Mines en date du 30 décembre 2025 présente un ensemble de recommandations pertinentes et nécessaires, l'élaboration d'un chronogramme précis de mise en œuvre. Ainsi, elle a réitéré ses encouragements au ministre de Mines en collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à poursuivre avec diligence la mission qui consistera à traduire les recommandations du rapport susmentionné en un plan d'action opérationnel assorti d'un calendrier clair et des responsabilités définies pour les différentes parties prenantes. Pour clôturer son intervention, la Première ministre a évoqué le dossier des certifications de pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières de la zone ouest pour le 4e trimestre 2025 par les comités de suivi des prix de produits pétroliers établissant un gain net de 22 311 802,43 $ américains réalisés au bénéfice de l'État congolais. Ces résultats, a-t-elle souligné, constituent un jalon majeur dans l'assainissement structurel du secteur pétrolier et consacrent une rupture avec une tendance historiquement marquée par des manques à gagner récurrents et confirment l'efficacité de réformes engagées par le gouvernement dans un esprit de discipline budgétaire, de transparence et de responsabilité. Il traduit également la consolidation progressive d'un modèle de gouvernance fondé d'une part sur la certification des paramètres structurants, à savoir les prix moyens frontières commerciales, les volumes validés par le ministère des Hydrocarbures et le taux de change officiel publié par la Banque centrale du Congo, et d'autre part sur la coordination étroite entre les administrations compétentes et les opérateurs du secteur. La certification prochaine des zones sud et est, structurellement favorable en termes de gains, viendra consolider cette dynamique et renforcer la trajectoire positive observée, a-t-elle insisté. Elle a ainsi encouragé le vice-premier ministre, ministre de l'économie, son administration ainsi que tous ceux qui œuvrent dans ces secteurs à continuer à travailler à l'augmentation et à la maximisation des recettes dans le strict respect des normes établies et dans un esprit d'engagement patriotique. La performance du secteur pétrolier doit contribuer pleinement au financement de politiques publiques et à la réalisation des priorités nationales. Le gouvernement demeurera attentif aux préoccupations légitimes des opérateurs, notamment nationaux, afin que la rationalisation du secteur pétrolier bénéficie à l'ensemble des acteurs et soutienne durablement notre économie, a-t-elle conclu. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national.
Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par les débats au sein de l'opinion sur la pertinence d'un dialogue politique en cette période de crise sécuritaire impliquant la présence d'une armée étrangère occupant une partie du territoire national, ainsi que l'accalmie précaire observée sur les différentes lignes de front. Au plan politique, le vice-premier ministre a informé le Conseil de la tenue du 3 au 7 mars prochain à Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu, de la 13e conférence de gouverneurs. En deuxième lieu, l'initiative prise par son ministère pour mettre un terme à la crise institutionnelle qui secoue la province de Olomami. En troisième lieu, l'ouverture de l'instruction au parquet de la Cour de cassation contre le gouverneur de la province du Congo central à la suite de sa mise en accusation. Enfin, les dispositions prises pour l'organisation de l'élection du gouverneur dans la province du Sankuru. Sur un autre volet, il a indiqué qu'à la suite des troubles à l'ordre observés dans la commune de Limete, spécifiquement le mardi 10 février consécutivement à la démolition du site Pakajuma, il s'est tenu le jeudi 12 février 2026 à l'hôtel de ville de Kinshasa une réunion relative à l'évacuation et à la sécurisation du site devenu hautement criminogène et à haut risque au plan sanitaire au regard de l'épidémie du choléra localisée dans la zone de Moamba. Plusieurs mesures ont été envisagées, notamment la délocalisation des occupants de Pakajuma vers Kinkole dans l'ancien site qu'occupaient jadis les sinistrés de la pluie diluvienne. L'ONATRA a été appelé à s'approprier l'espace en déployant ses agents et en construisant l'enclos démoli à différents endroits. Le commissariat provincial de la police et la 14e région militaire ont été instruits d'assurer une couverture sécuritaire avant, pendant et après l'évacuation totale du dit site. L'hôtel de ville, conjointement avec l'ONATRA, est chargé d'assurer l'évacuation de personnes et l'assainissement du dit site dès l'après-midi. Il est revenu au chapitre des sinistres et catastrophes où il a informé le Conseil de l'éboulement des terres survenues le 6 février 2026 à la carrière minière de Toulouse-Zembe, située à plus ou moins 20 km de Kolwezi, en territoire de Muchacha. Les bilans fait état de 11 morts et des disparus. Les dispositions prises et en cours de mise en œuvre ont été également évoquées. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est quant à lui revenu sur la situation opérationnelle. Il a mis l'accent sur la vigilance accrue des dispositifs de forces armées dans la ville d'Uvira et dans leurs environs, la mise en échec des attaques aériennes de la coalition d'agression rwandaise par des drones kamikazes visant principalement l'aéroport international de Bangoka à Kisangani. En Ituri, les forces armées ont procédé au blocage de voies d'approvisionnement des insurgés de la CRP, malgré quelques attaques ciblées, les enlèvements des opérateurs économiques dans le but d'obtenir des rançons. Au triangle Congo central Kinshasa-Bandundu, l'opération des désarmements et des démobilisations des insurgés Mobondo a dernièrement été supervisée par le ministre délégué aux anciens combattants dans la province de la Kwango en perspective de leur orientation. Situation épidémiologique. Le ministre de la Pêche, représentant les ministres de la Santé, a présenté la situation épidémiologique du pays. En ce qui concerne les Mpox, la tendance à la baisse s'est poursuivie au cours de la 5e semaine. Le nombre de nouveaux cas suspects a chuté de 245 à 231 par rapport à la semaine précédente. Au sujet du choléra, la tendance baissière de nouveaux cas notifiés est aussi constatée. Entre-temps, Kinshasa a enregistré 172 cas suspects et a déploré 2 décès. 31 malades actifs sont pris en charge dans les centres de traitement du choléra. Le ministre de la Santé, représenté par celui de la Pêche, a fait un gros plan sur la situation de cette épidémie dans la ville d'Uvira, où il a été enregistré 61 cas suspects, dont 9 confirmés au cours de cette semaine. Considérant les récents pillages intervenus dans cette partie du pays, son ministère a mis à disposition 40 tonnes de matériel, d'équipement, des médicaments, des réactifs de transfusion, ainsi que d'autres intrants indispensables au profit de l'ensemble des établissements des soins de santé. Note d'information relevant du secteur de l'économie. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a informé le Conseil de la mise en œuvre effective de l'accord de partenariat stratégique République démocratique du Congo-États-Unis, principalement les résultats de la première réunion du comité de pilotage conjoint tenu à Washington le 5 février 2026.
En effet, ces comités composés de 5 représentants de chaque parti a réitéré l'engagement de 2 partis à favoriser les investissements porteurs de stabilité, de transparence et d'opportunités d'emploi en République démocratique du Congo. Il a salué une étape importante vers la création des conditions nécessaires à des investissements significatifs dans les secteurs de minerais critiques de notre pays. Les partis ont également tenu de consultations concernant des projets stratégiques désignés par la RDC et ont échangé sur leur alignement avec des objectifs communs liés au développement économique, à la résilience des chaînes d'approvisionnement et à la connectivité régionale. Les délégations ont réaffirmé que la paix et la sécurité sont fondamentales pour les objectifs de l'accord de partenariat stratégique et ont discuté des actions en cours de 2 côtés pour faire progresser la stabilité dans l'Est de la RDC. Le comité de pilotage conjoint entend continuer de se réunir régulièrement à l'avenir pour examiner les progrès, coordonner les efforts et identifier les nouvelles voies de collaboration. Dans cette perspective, le vice-premier ministre a expliqué la feuille de route des actions, les mesures à prendre par le gouvernement afin de favoriser la pleine mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique pour libérer tous les potentiels d'investissement de la RDC et d'apporter des avantages tangibles aux 2 pays. Note d'information relevant du secteur de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a informé le Conseil de la signature du pacte de responsabilité par les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique en vue d'une gestion rationnelle des ressources humaines et des services publics de l'État. Chaque responsable des services concernés procédera à la signature de cet acte individuel d'engagement le 18 février 2026 dans la perspective de mettre fin à la persistance de certains maux qui gangrènent la bonne gestion des ressources humaines de l'État et de consolider la responsabilité individuelle et collective de ces hauts fonctionnaires. Ce pacte reprend 6 engagements essentiels: la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, les suivis de la performance, la légalité, l'égalité, l'inclusion sociale, l'intégrité et l'exemplarité, les dialogues sociaux ainsi que le respect et l'obéissance à l'autorité publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a annoncé qu'il sera progressivement étendu aux directeurs et aux chefs des divisions en province afin d'assurer une responsabilité accrue de toute la chaîne de commandement au sein des administrations et services publics de l'État. Note d'information relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté une note d'information relative à la spoliation des biens fonciers immobiliers dans le pays qui touche aussi bien l'État, les privés que les représentations diplomatiques. En effet, la spoliation des biens fonciers immobiliers, qu'ils soient publics ou privés, en milieu urbain ou rural, est désormais un phénomène criminel de grande ampleur, affectant la sécurité juridique et judiciaire, les climats des affaires, le droit fondamentaux, la gouvernance et le développement national. Dans de nombreuses juridictions, les conflits fonciers immobiliers représentent une très grande majorité des litiges soumis aux cours et tribunaux et aux mécanismes des médiations locaux, avec une proportion significative pouvant atteindre 80% des cas liés directement ou indirectement au foncier et à l'immobilier. Ceci relève des insuffisances de la précédente loi foncière qui vient heureusement d'être modifiée et nommée loi Nsele du nom de la ministre des Affaires foncières. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a proposé aux membres du Conseil une série de mesures envisagées pour endiguer ces phénomènes de spoliation. Il a été complété par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre et la ministre des Affaires foncières qui ont tous insisté sur l'impératif d'éradiquer ces fléaux. Les dossiers ont été renvoyés à la Commission pour revenir en forme de dossier en vue de la prise de décisions pertinentes. Note d'information relevant du secteur des hydrocarbures. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a informé le Conseil du projet de construction des nouvelles infrastructures d'acheminement de produits pétroliers par la voie ouest et du maintien des infrastructures existantes. Cette initiative, a-t-elle martelé, s'appuie sur une analyse technique, stratégique et économique approfondie des capacités logistiques des infrastructures existantes, les données statistiques relatives à l'évolution récente de la demande nationale en produits pétroliers et des risques économiques, sociaux et politiques liés à la saturation progressive des infrastructures existantes. Les nouveaux pipelines de 12 pouces d'un linéaire d'environ 332 km
sera dimensionné pour répondre aux besoins de consommation des produits pétroliers en croissance exponentielle et porté par la croissance démographique, l'urbanisation, l'expansion des activités économiques et autres. Son impact sera bénéfique tant sur le plan économique, social, environnemental que stratégique. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité pour la pleine mise en œuvre de ces projets d'intérêt national. Note d'information relevant du secteur de l'enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à la redynamisation du sous-secteur de la recherche scientifique et de l'innovation. Elle a indiqué qu'en dépit de l'immensité des enjeux, les sous-secteurs font face à des freins structurels majeurs, notamment l'inadéquation entre le cadre juridique vieux de 43 ans, les réalités numériques technologiques actuelles, l'absence des statistiques fiables, la crise en ressources humaines, la précarité financière et infrastructurelle ainsi que la crise de gouvernance. Pour inverser la tendance, elle a proposé au gouvernement la mise en œuvre d'une feuille de route qui s'attelle au renforcement du cadre légal et stratégique, à l'opérationnalisation et à la valorisation du capital humain. La ministre de l'Enseignement supérieur a conclu sa note d'information en rappelant, non sans raison, que la recherche scientifique est un investissement de survie de la souveraineté nationale. Dernière note d'information présentée au Conseil des ministres de ce jour, le ministre de la Communication et des Médias, donnant suite aux instructions du Président de la République données au cours de la 73e réunion du Conseil des ministres, a fait le rapport sur la mise en œuvre du mécanisme de concertation préalable de la parole de l'État. Les séances de travail qu'il a tenues, notamment avec le Conseil spécial du Président de la République en charge de la communication, ainsi que la conseillère principale chargée de la communication de la Première ministre, un consensus clair a été établi autour de la nécessité mieux de structurer et de mieux coordonner la communication gouvernementale afin de garantir l'alignement du discours de l'État, la cohérence de l'action publique et la défense des intérêts stratégiques nationaux tant au niveau national qu'international. Ainsi, le mécanisme formel de concertation préalable élaboré sera entériné par une instruction de la Première ministre et chef du gouvernement portant circuit de validation obligatoire de toute prise de parole gouvernementale sensible touchant à des matières stratégiques. Ces mécanismes fonctionnera dans les dispositifs communicationnels opérationnels qui, a rappelé le ministre de la Communication et des Médias, nécessitent d'être renforcés, notamment par la création d'un service d'information gouvernementale à placer sous l'autorité directe de la Première ministre et qui se chargera notamment de l'harmonisation, de la coordination interinstitutionnelle et du pilotage stratégique de la communication. D'autres projets dans les secteurs de la communication ont aussi été rappelés. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 77e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 février 2026. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier relevant du secteur de l'entrepreneuriat. Les ministres de l'entrepreneuriat et développement des PME a soumis au Conseil pour examen et approbation le programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes dénommé Debout Jeunes Congolais, découlant de 305 recommandations de la Table ronde nationale pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes tenue en novembre 2025. Il est articulé autour de 3 axes: formation professionnelle, emploi, travail, égalité des chances, gouvernance, pilotage politique et stratégique au plus haut niveau de l'État et financement, 2 logigrammes, parcours scolaire et académique et parcours non scolaire, apprentissage de métier, les 2 parcours devant déboucher absolument sur l'emploi et ou l'entrepreneuriat. La mise en œuvre de ces programmes sera précédée par la signature du pacte dénommé Pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Le coût du financement du programme variera entre 650 millions de dollars et 1,3 milliard de dollars américains à mobiliser sur 6 ans et à affecter selon les proportionnalités bien définies. Sans fiscalité supplémentaire, les sources de financement
sont à la fois classiques et innovantes, à savoir les budgets généraux de l'État, la coalition multibailleurs ainsi que la prise de participation remboursable de certains organismes publics. Les programmes prévoient l'institution formelle du concours national des plans des affaires simplifiés, suivi de l'organisation cyclique tous les 3 ans du dit concours sur l'ensemble des 182 circonscriptions électorales que compte notre pays afin d'en faire des circonscriptions entrepreneuriales. La feuille de route de mise en œuvre du programme, assortie des mesures à prendre par le gouvernement, a été expliquée dans les moindres détails. Les lancements solennels par le président de la République du premier cycle du concours national des plans d'affaires simplifiés CONAPAS interviendra le 30 juin 2026 prochain. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 5 textes ont été soumis à l'examen du Conseil. Il s'agit, pour les secteurs de transport, présenté par le vice-premier ministre, du projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de facilitation du transport aérien. Ces textes est une mesure d'application de la loi relative à l'aviation civile en vigueur qui prévoit notamment qu'un décret délibéré en Conseil de ministres institue les comités nationaux de facilitation de transport aérien en vue de coordonner les activités de facilitation entre les ministères, institutions et autres organismes nationaux qui s'occupent ou sont chargés des divers aspects de l'aviation civile ainsi qu'avec les exploitants d'aéroports et d'aéronefs. Il est motivé par l'obligation de se conformer aux normes internationales et d'exigences nationales d'une part et par les fonctionnements effectifs du CNFTA d'autre part. Le deuxième texte, projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de sûreté de l'aviation civile CENSAC. Ces textes a l'avantage de consacrer le changement de la mission de la structure, de mettre fin au chevauchement entre les missions de l'autorité de l'aviation civile et les comités nationaux de sûreté, de prendre en compte certains ministères et services omis par les décrets de 2012 ou créés après sa publication. Et enfin, de redynamiser les fonctionnements du Comité national de sûreté de l'aviation civile. Après débat et délibération, ces 2 textes ont été adoptés. Projet des textes relevant du secteur de l'économie. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a soumis au Conseil 2 textes pour examen et adoption. Il s'agit, 1, du projet des décrets portant mesures d'exercice du petit commerce et du commerce des détails. Ces textes établissent une base juridique claire pour les nouveaux dispositifs réglementaires existants. Ces dispositions garantissent la réaffirmation du principe légal d'exclusivité du petit commerce et du commerce des détails aux Congolais, la définition claire de concepts petit commerce, commerce des détails à forte densité de capital, l'introduction d'une distinction entre les activités de proximité réservées aux nationaux et les activités structurées à forte intensité de capital ouvertes aux étrangers sous conditions, l'interdiction du cumul des statuts de commerçants des gros et des détails pour prévenir les abus de position dominante et les pratiques anticoncurrentielles. 2. Projet d'arrêté interministériel fixant les activités éligibles à l'exercice du commerce de détail spécialisé à forte intensité de capital. Ce texte, lui, définit les contours précis des activités de commerce de détail à forte intensité de capital. Il liste toutes les activités éligibles à considérer comme des activités de commerce de détail spécialisées, parmi lesquelles les autres commerces de détail hors magasin, spécifiquement les supermarchés et hypermarchés, l'hébergement et la restauration, les activités artistiques, sportives et culturelles, ainsi que le commerce de véhicules automobiles et motocycles neufs et vente de pièces détachées et réparations. Ces textes visent à sécuriser la transition, protéger les activités de proximité réservées aux Congolais, prévenir les abus de position dominante et à encadrer de manière transparente les segments ouverts aux investissements structurants. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté aussi ces 2 textes. Dernier texte soumis au Conseil des ministres de ce jour, projet de texte relevant du secteur de la justice. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au Conseil pour examen et approbation les projets d'ordonnance loi
portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, du parquet national économique et financier y rattaché. Ces textes constituent la version corrigée, amendée et adaptée du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, après toilettage au niveau du bureau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale lors de la plénière du 15 mai 2025. Il tient compte de la recommandation finale de la plénière de l'Assemblée nationale à l'occasion de la clôture de la session de septembre de bonifier l'écriture du projet d'ordonnance-loi par la prise en compte des amendements de la commission PAJ des 7 chambres du Parlement au profit de lois portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier tels que transmis par le gouvernement et déclarés recevables par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance-loi a aussi été adoptés. Commencé à 15h32, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h25. Je vous remercie.